Mes parents ont encore ignoré mon anniversaire, mais quand ils ont vu ma Tesla à 98 000 $ sur Instagram, mon père a appelé. Je m'appelle Alio, j'ai 32 ans et je suis ingénieur logiciel. Depuis mes 7 ans, mes parents oublient mon anniversaire chaque année. En grandissant, j'ai appris à ravaler ma déception en regardant ma sœur recevoir d'innombrables célébrations. La semaine dernière, après des années de travail acharné en silence, j'ai posté une photo de ma nouvelle Tesla à 98 000 $ sur Instagram. En quelques heures, mon téléphone a sonné. C'était mon père, qui ne m'avait pas appelé depuis des mois, exigeant de savoir d'où je tenais cet argent et insistant pour une réunion de famille. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû créer votre propre bonheur. J'ai grandi dans une modeste maison en briques dans un quartier de classe moyenne juste à l'extérieur de Boston. Depuis mes plus lointains souvenirs, la dynamique de notre famille était claire. Ma sœur Heather, de 3 ans mon aînée, était l'étoile autour de laquelle notre famille gravitait. Mes parents, Richard et Maria, avaient construit leur vie autour de ses réussites, de ses besoins et de son avenir. J'étais celui qui passait après, la chaise supplémentaire à la table du dîner. Le premier anniversaire qu'ils ont oublié fut mon 7e. Je l'attendais avec impatience depuis des semaines, laissant soigneusement des indices sur le nouveau coffret Lego que je voulais. Maman m'avait promis un gâteau au chocolat avec un glaçage bleu, mon préféré. Le matin de mon anniversaire, je me suis réveillé tôt et me suis précipité en bas, m'attendant à des ballons, ou au moins une carte sur la table. À la place, j'ai trouvé mes parents aidant frénétiquement Heather à préparer son projet de science qui devait être rendu ce jour-là. « Bonjour, mon chéri », m'a dit maman, collant distraitement un morceau de carton sur le panneau d'affichage de ma sœur. Je suis resté dans l'embrasure de la porte en pyjama, attendant les vœux d'anniversaire. Ils ne sont jamais venus. Y a-t-il quelque chose de spécial aujourd'hui, ai-je finalement demandé, d'une petite voix. Maman a semblé confuse un instant, puis sa main s'est envolée vers sa bouche. « Oh, Alio, ton anniversaire. Je suis tellement désolé, mon petit, mais c'est l'exposition scientifique d'Heather aujourd'hui et nous sommes en retard. » Papa a à peine levé les yeux du papier qu'il aidait Heather à écrire. « On fera quelque chose ce week-end, mon grand. » Nous ne l'avons jamais fait. Le dimanche, c'était oublié. Cela a établi le modèle pour les années à venir. Mon 8e anniversaire est tombé le même jour que le récital de piano d'Heather. Pas de discussion possible. Pour mon 10e, ils avaient en fait acheté un gâteau, mais l'avaient laissé intact dans le réfrigérateur lorsqu'une invitation à dîner inattendue d'un des collègues de papa s'est présentée. Mon 12e anniversaire a été complètement éclipsé par l'admission d'Heather à un programme d'été d'élite. Le contraste entre nos célébrations était pénible à voir. Les anniversaires d'Heather étaient marqués par des fêtes somptueuses, des cadeaux coûteux et des dizaines de photos. Mes parents passaient des semaines à planifier, invitant ses amis, décorant la maison. Pour son 16e anniversaire, ils ont loué une salle et engagé un DJ. 2 mois plus tard, pour mon 13e anniversaire, ils ont commandé une pizza et m'ont laissé la manger seule lorsqu'une réunion parents-professeurs d'urgence concernant les perspectives universitaires d'Heather a eu lieu. C'est à cette époque, à l'âge de 12 ans, que j'ai trouvé mon refuge dans la programmation informatique. Mon école venait de recevoir un don de nouveaux ordinateurs et notre professeur de technologie, Monsieur Wilson, a remarqué mon intérêt. Il m'a donné des livres sur le codage de base et restait après l'école pour m'enseigner des programmes simples. Je me souviens encore de la première fois où j'ai fait faire à un ordinateur exactement ce que je voulais. C'était un programme simple qui affichait « Hello World », mais j'ai ressenti une montée de puissance que je n'avais jamais connue auparavant. Dans ces lignes de code, j'ai trouvé un contrôle qui me manquait partout ailleurs. Les ordinateurs ne m'oubliaient pas. Ils n'avaient pas d'enfant préféré. Ils réagissaient exactement comme ils le devaient quand je donnais les bonnes commandes. Pendant que mes parents assistaient aux compétitions de débat et aux matchs de hockey sur gazon d'Heather, j'apprenais seul le JavaScript, puis le Python, puis le C++. Ma chambre est devenue mon sanctuaire, rempli de livres de programmation et de cahiers pleins de code que j'avais écrits. Je veillais tard dans la nuit, la lumière bleue de mon moniteur comme seule illumination, créant des programmes de plus en plus complexes. Quand j'avais 14 ans, je me suis inscrit à un concours de programmation locale sans le dire à mes parents. J'ai remporté la première place avec une application simple qui aidait à organiser les horaires d'études. L'organisateur de l'événement a appelé chez nous pour féliciter mes parents d'avoir élevé un fils aussi talentueux. « Je pense que vous avez le mauvais numéro,
a dit ma mère avant que je puisse lui prendre le téléphone. Mon fils ne participe pas à des concours d'informatique. Je leur ai montré le trophée plus tard dans la soirée. Mon père y a jeté un coup d'œil et a dit, c'est bien, Alio, avant de se remettre à aider Heather avec ses candidatures universitaires. Le lycée a suivi ce schéma. Tandis qu'Heather appelait régulièrement de Harvard avec des nouvelles que mes parents partageaient fièrement avec les voisins et les amis, je passais la plupart de mon temps seul dans la salle informatique ou dans ma chambre. J'ai développé des compétences avancées en programmation, créant mes propres projets et rejoignant des communautés en ligne où mes capacités étaient reconnues et valorisées. En terminale, j'en savais assez pour qu'on me propose un emploi à temps partiel dans le développement de sites web pour des entreprises locales. Je n'en ai pas parlé à mes parents. À quoi bon? Quand les bulletins scolaires arrivaient, mes excellentes notes étaient saluées par un distrait « Bon travail, mon fils », tandis qu'un B+ des heures dans une seule matière justifiait des heures de discussion et d'inquiétude. Ma remise de diplôme du lycée a eu lieu 3 jours après celle de l'université des heures. Nous avons assisté à sa cérémonie en famille, mes parents rayonnant de fierté, prenant des centaines de photos, organisant une fête somptueuse par la suite. Pour ma remise de diplôme, ils sont arrivés avec 10 minutes de retard, sont restés juste assez longtemps pour me voir traverser la scène, manquant l'annonce de mon statut de diplômé avec mention, et sont partis immédiatement après pour se préparer à un dîner célébrant la nouvelle offre d'emploi des heures. Ce soir-là, seul dans ma chambre, entouré de livres de codage et de l'exploit non mentionné d'être diplômé 3e de ma classe, je me suis fait une promesse, je construirais une vie si remarquable qu'ils seraient obligés de la remarquer. Pas pour leur approbation, je commençais à comprendre que c'était une quête vaine, mais pour ma propre justification. Être accepté au MIT aurait dû être le moment où mes parents me verraient enfin. Ma lettre d'admission est arrivée un après-midi pluvieux d'avril, et pour une fois, je n'ai pas pu contenir mon excitation. Je me suis précipité dans le salon où mes parents regardaient la télévision. Je suis pris. Je suis pris au MIT en informatique, ai-je annoncé, la lettre tremblant dans ma main. Mon père a coupé le son de la télé. C'est super, fiston. Combien ça va coûter? C'était tout. Pas de célébration, pas de fierté, juste une préoccupation immédiate pour l'argent. Le même argent qui n'avait jamais été remis en question pour l'éducation des heures. J'ai une bourse partielle, ai-je expliqué. Elle couvre environ 60% des frais de scolarité. Ma mère a froncé les sourcils. C'est quand même beaucoup d'argent, Alio. Les prêts étudiants de ta sœur sont déjà un tel fardeau pour nous. Le message était clair, il n'y aurait aucune aide de leur part. Bien qu'ayant contribué de manière significative à l'éducation des heures à Harvard, ils considéraient mes frais de scolarité au MIT comme une dépense superflue. Je me débrouillerai, dis-je doucement, pliant la lettre et retournant dans ma chambre. Et je l'ai fait. J'ai contracté des prêts pour ce que la bourse ne couvrait pas. J'ai trouvé 2 emplois à temps partiel, un à la bibliothèque du campus et un autre en freelance pour des projets de codage. Entre les cours, le travail et le sommeil, j'avais à peine le temps de respirer, mais j'ai maintenu une moyenne de 3,9 GPA tout au long de ma première année. Pendant ma 2e année, j'ai rencontré le professeur Laurence dans mon cours d'algorithmes avancés. Contrairement à la plupart des professeurs qui me voyaient comme un étudiant parmi d'autres, il a reconnu quelque chose dans mon travail. Un jour, après le cours, il m'a demandé de rester. Vous avez une approche unique de la résolution de problèmes, Alio, a-t-il dit, en montrant mon dernier devoir. Avez-vous envisagé une carrière dans la recherche? Cette simple question a mené à un mentorat qui allait changer ma vie. Le professeur Laurence est devenu le premier adulte à vraiment voir mon potentiel. Il m'a invité à rejoindre son équipe de recherche, m'a confié des projets stimulants et a réellement écouté mes idées. Sous sa direction, j'ai publié mon premier article académique à 20 ans, un exploit que mes parents ont salué par un bref « c'est bien » lorsque je l'ai mentionné lors d'un rare appel téléphonique. Pendant ma 3e année, on m'a assigné un nouveau colocataire nommé Jason, après que le précédent ait changé d'université. Jason venait d'une grande famille soudée du Connecticut, et il ne pouvait pas comprendre ma relation avec mes parents. « Attends, ils ont encore oublié ton anniversaire ?» a-t-il demandé incrédule après que je n'ai reçu aucun appel pour mes 20 ans. « Mec, ce n'est pas normal. » Quand Thanksgiving a approché et que j'ai mentionné que je resterais sur le campus pour travailler, Jason a insisté pour que je vienne chez lui. « Personne ne devrait être seul à Thanksgiving », a-t-il déclaré, n'acceptant aucune discussion. Ce Thanksgiving avec la famille de Jason a été une révélation. Ses parents, Angela et Robert, m'ont accueilli comme un autre fils.
Ses 3 frères et sœurs m'ont inclus dans leurs blagues et leurs jeux de famille. Ils m'ont posé des questions sur mes études avec un intérêt sincère. Quand j'ai mentionné mon article de recherche, Angela a posé des questions pertinentes à ce sujet. Je me suis retrouvé à parler plus à cette table de dîner que je ne l'avais fait en des années à la mienne. Avant de partir, Angela m'a serré fort dans ses bras. « Tu es toujours le bienvenu ici, Alio », a-t-elle dit. N'importe quand. Je suis retourné sur le campus avec une nouvelle compréhension de ce que la famille pouvait être. Cela rendait la négligence continue de mes propres parents à la fois plus douloureuse et, d'une certaine manière, moins importante. J'ai commencé à voir que je pouvais peut-être construire mon propre sentiment d'appartenance ailleurs. Le schéma avec mes parents a cependant continué. Mon 21e anniversaire a été particulièrement douloureux. Ils avaient en fait promis de venir, un événement rare, et je m'étais permis d'espérer. J'avais nettoyé mon appartement, cherché des restaurants où nous pourrions célébrer, même acheté de nouveaux vêtements pour l'occasion. 2 jours avant, mon père a appelé. Il y a eu un imprévu avec Heather, a-t-il dit sans préambule. Elle a besoin d'aide pour emménager dans son nouvel appartement à New York ce week-end. Nous ne pourrons pas venir. J'étais assis sur le bord de mon lit, le téléphone pressé contre mon oreille. C'est mon 21e anniversaire, papa. Il y a eu une pause. Je sais, fiston, et je suis désolé, mais ta sœur a besoin de nous. Je n'ai pas pris la peine de souligner que l'urgence des heures aurait pu attendre un jour ou 2. Au lieu de cela, Jason et sa petite amie m'ont emmené sortir ce soir-là, et le professeur Laurence et sa femme m'ont invité à dîner le soir suivant. Ils ont chanté « Joyeux anniversaire » et m'ont offert un gâteau. Le professeur Laurence m'a donné un livre vintage sur l'histoire de l'informatique. L'inscription disait « À l'un des esprits les plus brillants que j'ai eu le privilège d'enseigner ». Ma remise de diplôme du MIT s'est accompagnée des plus hautes distinctions et d'une offre d'emploi d'une start-up prometteuse à San Francisco. Mes parents ont assisté à la cérémonie, mais sont partis immédiatement après pour éviter les embouteillages, manquant la réception du département où j'ai reçu un prix spécial pour l'innovation. Ils n'ont pas vu le professeur Laurence me prendre à part pour me dire à quel point il était fier, ni les parents de Jason insister pour prendre des dizaines de photos de moi en toge et mortier. Mon premier emploi chez Techvision, une start-up de logiciels de sécurité, a marqué le début de ma véritable indépendance. Pour la première fois, j'étais valorisé non seulement pour mes compétences techniques, mais aussi pour ma pensée innovante. Lorsque j'ai suggéré une nouvelle approche de leur protocole de cryptage au cours de mon 2e mois, le directeur technique l'a mise en œuvre et m'a crédité devant toute l'équipe. « Tu as un don, Alio », m'a-t-il dit par la suite. « N'aie pas peur de t'exprimer. » J'ai emménagé dans mon propre appartement à San Francisco, acheté de nouveaux meubles et commencé à construire une vie à 3000 miles de mes parents. Nous parlions rarement, généralement à mon initiative, et leurs questions restaient superficielles. Quel temps fait-il là-bas? Comment va le travail? Rien sur ma vie réelle, mon bonheur, mes accomplissements. Je construisais mon indépendance financière, mais une partie de moi espérait toujours leur approbation. J'appelais encore pendant les vacances, je mentionnais encore mes réussites dans des emails auxquels ils répondaient rarement, j'envoyais encore des cartes pour leurs anniversaires qui n'étaient jamais retournés. J'apprenais à vivre sans leur soutien, mais l'enfant en moi qui voulait juste être vu n'avait pas complètement lâché prise. Les 8 années suivantes ont vu ma carrière monter en flèche plus rapidement que je ne l'avais prévu. Chez Techvision, je suis rapidement passé de développeur junior à architecte de sécurité principal, guidant la direction de nos produits et me forgeant une réputation dans l'industrie. À 26 ans, je donnais des conférences et publiais des articles dans des revues technologiques. Ma percée est survenue lorsque j'ai développé un nouvel algorithme de cryptage qui améliorait considérablement la vitesse de traitement sans compromettre la sécurité, chose considérée comme presque impossible dans le domaine. L'article que j'ai publié sur cette innovation a attiré l'attention dans toute la Silicon Valley. En quelques mois, j'étais courtisé par les plus grands noms de la tech. Google, Amazon, Microsoft, tous sont venus avec des offres qui faisaient paraître mon salaire chez Techvision dérisoire. Après une négociation minutieuse, j'ai accepté un poste chez SecureNet, une entreprise de sécurité de taille moyenne, où j'aurais plus de contrôle créatif et un package de rémunération incluant une participation importante. Mon nouveau rôle comprenait un bureau d'angle, une équipe de développeurs sous ma direction et la liberté de poursuivre mes propres recherches parallèlement aux projets de l'entreprise. Pour la première fois, j'étais payé à ma juste valeur et traité avec le respect que mon expertise méritait. San Francisco est vraiment devenu ma maison pendant ces années.
Je me suis fait des amis parmi mes collègues et dans mon immeuble, randonnée le week-end dans le comté de Marin, match de basket improvisé au parc, soirée bières artisanales avec l'équipe d'ingénierie. J'ai construit une vie sociale qui semblait authentique et solidaire. Ces gens me connaissaient, me respectaient et recherchaient ma compagnie. Les rencontres amoureuses sont venues ensuite, bien que ce ne fût pas facile. Des années de négligence émotionnelle m'avaient laissé avec des barrières difficiles à abaisser. J'ai eu une série de relations courtes, incapables de laisser quelqu'un entrer pleinement. Puis j'ai rencontré Alexandra, une conceptrice UX dans une entreprise partenaire. Elle était brillante, gentille et assez patiente pour voir au-delà de mes défenses. « Tu deviens silencieux parfois », a-t-elle observé un soir alors que nous nous promenions le long de l'embarcadero, comme si tu te retirais dans un endroit que je ne peux pas suivre. Pour la première fois, je me suis retrouvé capable de parler de mon enfance, des anniversaires oubliés et des accomplissements ignorés. Alexandra a écouté sans jugement, puis m'a pris la main. Ça a dû être incroyablement solitaire, a-t-elle simplement dit. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans. Elle m'a appris à être vulnérable, à accepter l'attention d'une autre personne. Mais finalement, mes barrières émotionnelles se sont avérées trop hautes, même pour sa persévérance. Je t'aime, Alio, a-t-elle dit lors de notre dernière conversation. Mais je ne peux pas continuer à me battre pour prouver que je ne vais pas disparaître. À un moment donné, tu dois croire que tout le monde n'est pas comme tes parents. Elle avait raison, bien sûr. Après notre rupture, j'ai finalement fait ce que mes amis me suggéraient depuis des années. J'ai commencé une thérapie. Le docteur Harrison était spécialisé dans la négligence émotionnelle infantile. Et lors de notre première séance, elle m'a aidé à nommer ce que j'avais vécu. Ce que vous décrivez est une forme de traumatisme invisible, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de bleu physique que vous n'avez pas été blessé. Grâce à des séances hebdomadaires, j'ai commencé à comprendre à quel point la négligence de mes parents m'avait façonné, mon perfectionnisme, ma difficulté à faire confiance aux autres, mon besoin constant de prouver ma valeur par la réussite. Plus important encore, j'ai commencé à séparer ma propre valeur de leur validation. Pendant ces années, ma relation avec mes parents est restée distante et superficielle. J'appelais pendant les vacances et leur rendais visite occasionnellement à Noël, assistant à des dîners où la conversation tournait autour du travail des heures dans un prestigieux cabinet d'avocats, de ses fiançailles avec un chirurgien, de leur nouvelle maison dans le Connecticut. Mes propres accomplissements, promotions, récompenses de l'industrie, l'appartement que j'avais acheté dans l'un des quartiers les plus prisés de San Francisco était accueilli par des hochements de tête polis avant que le sujet ne revienne à des questions plus importantes. Mon 30e anniversaire a marqué un tournant. J'ai appelé mes parents ce matin-là, espérant qu'un anniversaire marquant mériterait peut-être une attention particulière. « Oh, c'est aujourd'hui » a dit ma mère. « Joyeux anniversaire, chérie. As-tu reçu la carte de Noël que nous avons envoyée ?» C'était en avril. Leur carte de Noël était arrivée 4 mois plus tôt. « Écoute, Alio, nous aimerions discuter plus longtemps, mais nous allons à la fête de retraite des Henderson dans environ 20 minutes, a interjeté mon père. Nous devrions nous préparer. Bien sûr, ai-je dit, la voix plate. Profitez bien de la fête. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon surplombant la skyline de San Francisco et j'ai senti quelque chose changer en moi. J'avais 30 ans. Réussi à tous points de vue, respecté dans mon domaine, financièrement stable, et je courais toujours après l'approbation de gens qui n'avaient jamais pu la donner. Il était temps d'arrêter. À partir de ce jour, j'ai décidé de me concentrer entièrement sur la construction de ma propre vie et de mon bonheur, sans référence à la validation de mes parents. J'ai réduit le contact aux appels obligatoires des vacances. J'ai cessé de mentionner mes réussites. J'ai investi plus profondément dans les relations qui me nourrissaient réellement, amis, collègues, mes séances de thérapie avec le docteur Harrison. J'ai décidé que si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, je m'entourerais de gens qui le pouvaient, et plus important encore, j'apprendrais à la voir moi-même. Alors que ma carrière chez SecureNet était florissante, j'avais toujours nourri le rêve de créer quelque chose qui m'appartenait vraiment. Le soir et le week-end, j'ai commencé à travailler sur un projet personnel, un nouveau type de logiciel de sécurité qui révolutionnerait la manière dont les entreprises protègent leurs données les plus sensibles. Le concept m'est venu lors d'une conférence, lorsqu'un intervenant a mentionné la sophistication croissante des cyberattaques ciblant les institutions financières. Et s'il existait un moyen de créer un système de sécurité qui s'adapterait en temps réel aux nouvelles menaces, apprenant de chaque tentative d'intrusion pour renforcer ses défenses?
La chambre d'amis de mon appartement est devenue mon laboratoire. J'ai couvert les murs de tableaux blancs remplis d'algorithmes et d'architecture système. Pendant des mois, j'ai travaillé nuit et week-end, alimenté par le café et le frisson de la création. Les 3 premiers prototypes ont échoué de façon spectaculaire. Ils étaient soit trop gourmands en ressources pour être pratiques, soit ne pouvaient pas s'adapter assez rapidement pour être efficaces. J'ai failli abandonner après le 3e échec. Je me souviens être assis sur mon balcon à 3 heures du matin, épuisé et frustré, me demandant si je poursuivais un rêve impossible. Mais quelque chose me ramenait sans cesse au problème. La percée est venue de manière inattendue. Je travaillais tard un mardi soir quand une solution simple au problème de traitement est soudainement devenue claire, nous n'avions pas besoin d'analyser l'ensemble du système en continu. Nous pouvions créer un algorithme de priorisation qui concentrerait les ressources sur les zones les plus vulnérables en fonction des profils de menaces actuels. J'ai travaillé 48 heures d'affilée, m'arrêtant à peine pour manger ou dormir. Le jeudi matin, j'avais un prototype fonctionnel qui dépassait mes attentes les plus folles. Lorsque j'ai effectué les tests de résistance, il a détecté et neutralisé 98% des attaques simulées, bien au-delà de la norme de l'industrie d'environ 70%. Ce n'était pas seulement une amélioration mineure. C'était un changement de paradigme en matière de cybersécurité. Je l'ai nommé Adaptive Shield. La question était maintenant de savoir quoi en faire. La voie évidente aurait été de le développer au sein de SecureNet ou de vendre la propriété intellectuelle à l'un des géants de la technologie. L'un ou l'autre aurait signifié un bonus substantiel ou des frais de licence, probablement dans les 6 chiffres élevés. Mais en considérant mes options, j'ai réalisé que je voulais plus que cela. C'était ma création, ma vision, peut-être la contribution la plus significative que je ferais jamais au domaine. Je ne voulais pas la céder et regarder quelqu'un d'autre déterminer son avenir. J'ai décidé de prendre le plus grand risque de ma vie professionnelle. J'allais créer ma propre entreprise. Les mois suivants furent un tourbillon. J'ai démissionné de SecureNet, enregistré Adaptive Shield en tant que société et commencé à chercher un financement de démarrage. J'ai créé un plan d'affaires détaillé et répété mon discours jusqu'à ce que je puisse le livrer en dormant. Puis j'ai commencé à rencontrer des capital risqueurs. Les 5 premières réunions se sont terminées par des rejets polis. Trop spéculatif, a dit l'un. Marché pas clairement défini, a dit un autre. J'ai commencé à douter de ma décision, me demandant si j'aurais dû prendre la voie plus sûre de vendre la technologie purement et simplement. Puis vint ma réunion avec Westlake Venture. Marian Westlake, la fondatrice, avait bâti sa réputation en soutenant des technologies que d'autres jugeaient trop risquées. Contrairement aux autres capital risqueurs, elle a posé des questions techniques détaillées qui démontraient une profonde compréhension de la cybersécurité. À la fin de mon discours, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et m'a étudié. Ça pourrait échouer de façon spectaculaire, a-t-elle dit sans embâche. Mon cœur s'est serré. Ou, a-t-elle poursuivi, ça pourrait transformer toute l'industrie. Je suis prête à parier sur la deuxième option. Parlons des conditions. Avec l'investissement de 5 millions de dollars de Westlake, Adaptive Shield a été officiellement lancé. J'ai embauché une petite équipe d'ingénieurs brillants avec qui j'avais déjà travaillé, loué des bureaux modestes à Auckland pour réduire les coûts et me suis jeté à corps perdu dans le développement du produit pour le marché. Les premiers mois ont été plus difficiles que tout ce que j'avais connu. Il y a eu des revers techniques, des problèmes de personnel et des moments de doute paralysants. Je travaillais 18 heures par jour, dormant parfois sur le canapé du bureau plutôt que de rentrer chez moi. Le poids de la responsabilité pour les moyens de subsistance de mes employés ajoutait une pression que je n'avais jamais ressentie auparavant. 6 mois plus tard, nous brûlions de l'argent plus vite que prévu et n'avions toujours pas décroché notre premier client majeur. J'ai commencé à me préparer à la possibilité d'un échec. Pas seulement un échec financier, mais un échec public dans l'industrie où j'avais bâti ma réputation. Puis vint la réunion qui a tout changé. Grâce à un ancien collègue, j'ai obtenu un créneau de présentation avec Banque Secure, l'une des plus grandes sociétés de sécurité financière du pays. Ils cherchaient de nouvelles solutions après qu'une faille de sécurité très médiatisée leur ait coûté des millions. Je savais que c'était potentiellement notre moment décisif. J'ai passé des semaines à me préparer, à peaufiner notre démo, à anticiper toutes les questions possibles. Le matin de la présentation, je suis arrivé en avance, j'ai installé mon équipement, puis je me suis assis seul dans la salle de conférence, prenant de profondes respirations pour calmer mon cœur qui battait la chamade. La présentation s'est déroulée sans accroc.
quand j'ai démontré comment Adaptive Shield avait détecté et neutralisé leur plus récente faille dans notre simulation, une faille qui avait contourné toute leur sécurité existante, la salle est devenue silencieuse. Dans combien de temps pouvons-nous mettre cela en œuvre, a demandé le directeur technique, brisant le silence. En un mois, Bank Secure est devenu notre premier client, signant un contrat pluriannuel d'une valeur de 12 millions de dollars. La nouvelle s'est répandue dans toute l'industrie. Soudain, les entreprises qui avaient ignoré mes appels me contactaient, désireuses de programmer des démonstrations. 8 mois après ce premier contrat, avec Adaptive Shield servant désormais 15 clients majeurs et en croissance rapide, j'ai reçu un email de Tech Giant, l'une des plus grandes sociétés technologiques du monde. Ils voulaient discuter d'une acquisition potentielle. Je ne cherchais pas à vendre, mais j'ai accepté la réunion par curiosité. Leur offre initiale m'a stupéfié, 120 millions de dollars pour l'entreprise et la technologie, avec un contrat de travail garanti de 5 ans pour moi. C'était une somme qui changeait la vie, mais je savais que la technologie valait plus. Après des semaines de négociations, avec les conseils de Marian Westlake, nous nous sommes mis d'accord sur 150 millions de dollars, avec des bonus de performance supplémentaires qui pourraient ajouter 50 millions de plus sur 5 ans. Le jour où l'argent a été viré sur mon compte était surréaliste. Je fixais l'application bancaire sur mon téléphone, regardant un nombre qui semblait impossible, 150 300 042 dollars et 17 cents. J'étais passé des anniversaires oubliés et des frais de scolarité refusés à ce moment. Une partie de moi voulait appeler mes parents immédiatement pour enfin prouver ma valeur dans la monnaie qu'ils pourraient comprendre. Mais une autre partie, celle guérie par la thérapie, l'amitié et l'acceptation de soi, savait que la validation externe n'était pas le but. Au lieu de cela, j'ai célébré discrètement avec mon équipe, les emmenant tous dîner et annonçant les bonus que chacun recevrait. J'ai fait un don anonyme d'1 million de dollars au fonds de bourse d'études du MIT pour les étudiants défavorisés intéressés par l'informatique. Et je me suis permis une seule indulgence personnelle significative, une Tesla Model S Plaid, commandée sur mesure en bleu nuit avec toutes les options disponibles. 98 000 dollars, une extravagance certes, mais que je pouvais maintenant me permettre. Lorsque la voiture a été livrée, j'ai ressenti une excitation enfantine que je n'avais pas connue depuis des années. Elle ne représentait pas seulement le luxe, mais la réussite, la preuve tangible du chemin que j'avais parcouru par mes propres efforts. J'ai pris une photo de moi à côté et, sur une impulsion, je l'ai postée sur mon compte Instagram rarement utilisé avec la légende « Travail acharné, persévérance et croire en soi ». Même quand les autres n'y croient pas. Tout finit par payer. Rêve réalisé. Je n'ai pas tagué ma famille. Je postais rarement quoi que ce soit et ils interagissaient rarement avec mes réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils la voient. J'avais tort. Malgré ma manne financière, mon style de vie est resté relativement modeste. J'ai gardé mon appartement, bien que je l'ai fait redécorer par un professionnel. J'ai renouvelé ma garde-robe avec des vêtements de meilleure qualité, mais rien de tape à accent grave l'œil. J'ai investi la majeure partie de l'argent de manière conservatrice, ouvert des comptes de retraite et créé une fondation pour soutenir l'éducation technologique des jeunes défavorisés. La Tesla était mon seul luxe évident, une récompense personnelle pour des années de dévouement. Le lendemain de la publication de la photo, je travaillais de chez moi quand mon téléphone a sonné. Voir le nom de mon père sur l'écran était déjà surprenant. Il ne m'appelait presque jamais. Pendant un moment, j'ai envisagé de laisser le message sur la boîte vocale, mais la curiosité l'a emporté. « Allô » ai-je répondu, gardant un ton neutre. « Allô » La voix de mon père était tendue, contrôlée de cette manière que je reconnaissais des confrontations de mon enfance. « Je viens de voir ta publication. » La voiture. Pas de salutation, pas de « comment vas-tu » Droit au but. « Oui, j'ai acheté une Tesla » ai-je répondu calmement. « J'en ai toujours voulu une. » 98 000 dollars, il l'a dit comme une accusation. « Où as-tu trouvé ce genre d'argent ? As-tu des ennuis ?» La supposition que la seule façon pour moi de me permettre une telle voiture était par quelque chose d'illégal ou de dangereux était à la fois hilarante et exaspérante. Pendant toutes ces années où j'avais bâti ma carrière, à travers toutes les promotions et les réussites que j'avais mentionnées en passant lors de nos rares appels, il n'avait apparemment formé aucun concept de ma réussite financière. Je n'ai pas d'ennui, papa. Je m'en sors bien financièrement. Mon entreprise a été rachetée récemment. Une pause. Quelle entreprise ? Tu n'as jamais mentionné posséder une entreprise. J'ai mentionné mon travail en cybersécurité de nombreuses fois, dis-je,
incapable de retenir une pointe de frustration dans ma voix. J'ai fondé Adaptive Shield l'année dernière. Tech Giant nous a racheté le mois dernier. Une autre longue pause. Je pouvais presque l'entendre se recalibrer, traiter cette nouvelle information sur un fils qu'il connaissait à peine. Eh bien, a-t-il finalement dit, son ton changeant pour quelque chose que je n'avais jamais entendu diriger vers moi auparavant, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. C'est impressionnant. Ta mère et moi n'avions aucune idée que tu étais impliqué dans quelque chose d'aussi important. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, dis-je doucement. Clairement, il s'est raclé la gorge. Écoute, ta mère et moi pensons que nous devrions avoir une réunion de famille. Nous sommes inquiets que tu aies besoin de conseils financiers avec cette manne soudaine. Il est important de prendre des décisions responsables. J'ai failli éclater de rire. Après des années d'intérêt minimal pour ma vie, maintenant il s'inquiétait de ma capacité à gérer l'argent. J'apprécie l'inquiétude, dis-je, gardant ma voix stable, mais j'ai des conseillers financiers. Je me débrouille bien. Quand même, a-t-il insisté. La famille devrait discuter de ces choses. Heather sera là aussi. Elle est très excitée d'entendre parler de ton succès. Nous pensions à demain soir chez nous. Peux-tu venir? La mention de l'excitation d'Heather a immédiatement soulevé des drapeaux rouges. Dans nos rares interactions au fil des ans, ma sœur avait montré peu d'intérêt pour ma carrière ou ma vie au-delà de questions superficielles, rapidement redirigée vers ses propres réussites. Je suis à San Francisco, papa. Je ne peux pas simplement passer pour le dîner. Oh. Il semblait vraiment surpris, comme s'il avait oublié où je vivais. Eh bien, peut-être le week-end prochain alors. C'est important, Alio. La famille doit rester soudée dans des moments comme ceux-ci. Des moments comme quoi? Des moments où un membre de la famille a soudainement de l'argent. L'implication était claire, et ça m'a retourné l'estomac. Je vais vérifier mon agenda et je vous tiendrai au courant, dis-je sans m'engager. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder mon téléphone, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Moins de 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau, ma mère cette fois. Alio, chérie, a-t-elle commencé avec une chaleur inhabituelle. Ton père vient de me parler de ton succès en affaires. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes si fiers. Fiers? Après 32 ans, le mot que j'avais tant désiré entendre enfant semblait maintenant creux et calculé. C'est arrivé récemment, ai-je répondu. J'ai été occupé avec la transition. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle. Écoute, à propos de cette réunion de famille que ton père a mentionnée. Je pense vraiment que tu devrais venir. Nous avons tellement de choses à nous rattraper et il y a des questions familiales importantes à discuter. Quelles questions familiales? Ai-je demandé directement. Elle a hésité. Eh bien, diverses choses. Heather a quelques difficultés avec l'hypothèque de leur nouvelle maison depuis que le cabinet de Thomas a du mal à décoller, et ton père envisage une retraite anticipée. La famille devrait se soutenir mutuellement dans ces transitions, tu ne penses pas? Et voilà. La vraie raison de cet intérêt soudain pour ma vie. Pas la fierté de mes accomplissements, pas le désir de réparer notre relation, mais le bénéfice financier potentiel que je pourrais fournir à la famille qui ne m'avait jamais soutenu. J'y réfléchirai, dis-je, mettant fin à l'appel peu après. Dans l'heure qui a suivi, un SMS est arrivé d'Heather, OMG petit frère, une Tesla. Je ne savais pas que tu étais secrètement plein aux as. Hâte de se rattraper chez papa et maman. Au fait, t'ont-ils dit qu'on regarde les écoles privées pour les jumeaux? Tellement cher de nos jours. La transparence était presque rafraîchissante. Pas de prétention, juste des allusions immédiates à des besoins financiers. J'ai passé la soirée dans un état émotionnel étrange, à la fois en colère, blessé, justifié et anxieux. Une partie de moi voulait tous les ignorer, continuer à construire ma vie sans leur attention tardive et clairement intéressée. Mais une autre partie, peut-être le garçon qui avait encore faim de reconnaissance, voulait leur faire face, pour enfin dire des vérités longtemps enfouies. Après une nuit agitée, j'ai pris ma décision. J'assisterai à leur réunion de famille, mais à mes conditions. J'ai réservé un vol pour Boston pour le week-end suivant et une chambre d'hôtel près de la maison de mes parents. Je ne resterai pas avec eux. Je ne leur donnerai pas l'occasion de retomber dans de vieux schémas de contrôle. J'ai envoyé un SMS à mon père, je serai là samedi à 18h. Une seule soirée. Je repars dimanche.
Sa réponse est venue rapidement, merveilleux. Ta mère prépare déjà un dîner spécial. Nous avons hâte d'entendre tout sur ton succès. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la skyline de San Francisco. Pendant des années, j'avais fantasmé sur un moment où mes parents me verraient enfin, me valoriseraient enfin. Maintenant, ce moment approchait, mais les circonstances me remplissaient d'un mélange complexe d'anticipation et d'effroi. Ils voulaient parler d'argent. Je voulais parler d'années de négligence émotionnelle. Je soupçonnais que nous nous dirigions vers une collision qui se préparait depuis 3 décennies. Le vol pour Boston m'a donné le temps de me préparer mentalement à ce qui allait arriver. J'ai répété ce que je pourrais dire, comment je répondrais à divers scénarios. Au moment où j'ai récupéré ma voiture de location, j'avais spécifiquement demandé un modèle de luxe, un petit acte de défi contre des années à être traité comme inférieur. Je me sentais centré et clair sur mes limites. Je suis arrivé chez mes parents exactement à 18 h, garant la Tesla bien en vue dans l'allée. La maison était exactement comme toujours, les mêmes et bien taillés, le même paillasson délavé, le même heurtoir en laiton sur la porte qui n'avait jamais été tout à fait fixé pour être droit. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là, portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant et plus de maquillage que d'habitude. « Alio » s'est-elle exclamée, me tirant dans une étreinte qui semblait peu familière et raide. « Regarde-toi. Et regarde cette voiture. Entre, entre. » Mon père est apparu derrière elle, tendant la main pour une poignée de main formelle. « Fiston, content de te voir. » Véhicule impressionnant. La maison sentait le rôti de bœuf et la peinture fraîche. J'ai remarqué de nouveaux rideaux dans le salon et des fleurs fraîches sur la table basse. Des efforts qui n'avaient jamais été faits lors de mes précédentes visites. « Alio !» La voix de ma sœur a retenti alors qu'elle sortait de la cuisine. « Voilà mon frère qui a réussi. » Heather avait l'air à peu près la même, bien que ses vêtements de marque et ses bijoux suggèrent un style de vie qui pourrait mettre ses finances à rude épreuve. Elle m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme inhabituel. « Les jumeaux sont chez les parents de Thomas ce soir », a-t-elle expliqué. Nous voulions du temps entre adultes pour vraiment parler. J'ai hoché la tête, remarquant comment tous les trois n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil vers les fenêtres, vers la Tesla garée à l'extérieur. « Le dîner est presque prêt », a annoncé ma mère. « Alio, tu veux une visite ? Nous avons fait quelques rénovations depuis ta dernière visite. » Les rénovations étaient minimes. Une nouvelle couche de peinture dans la salle de bain des invités, une nouvelle literie dans ce qui avait été ma chambre d'enfant mais qui était maintenant clairement utilisée comme débarras. Ce qui m'a frappé, c'est comment la maison restait un sanctuaire aux réussites des heures. Ses trophées bordaient toujours la cheminée. Des photos de sa remise de diplôme, de son mariage et de ses enfants dominaient les murs. La seule preuve de mon existence était une seule photo d'école, probablement de la seconde, nichée dans le coin d'une étagère bondée. Le dîner fut une performance étrange. Ma mère avait préparé tous mes plats préférés d'enfance, ou ce qu'elle pensait être mes préférés, bien qu'elle en ait confondu plusieurs avec les préférences des heures. Mon père a ouvert une bouteille de vin cher qu'il avait apparemment gardée pour une occasion spéciale. La conversation était encore plus surréaliste. Il posait des questions sur mon entreprise, mon rôle chez Tech Giant, mon appartement à San Francisco, des sujets pour lesquels il n'avait montré aucun intérêt auparavant. Mon père hochait la tête avec une impression exagérée à des détails techniques qu'il ne comprenait manifestement pas. Ma mère mentionnait à plusieurs reprises des amis dont les enfants étaient aussi dans l'informatique, mais pas à ton niveau, bien sûr. Heather était la plus transparente, parsemant la conversation de référence à la coûteuse école maternelle des jumeaux, aux problèmes d'entretien de leur maison, et au fait que Thomas était toujours en train de développer son cabinet après 3 ans. J'ai répondu à leurs questions poliment, mais brièvement, en donnant peu d'informations supplémentaires. J'attendais, observant cette performance avec une curiosité détachée, me demandant quand ils en viendraient au véritable but de ce rassemblement. Cela est arrivé alors que ma mère servait le dessert, un gâteau élaboré d'une pâtisserie chère de l'autre côté de la ville. Alors, Alio, a commencé mon père, posant sa fourchette avec une précision délibérée. Nous voulions te parler de cette nouvelle situation financière qui est la tienne. J'ai pris une gorgée d'eau. Qu'y a-t-il à ce sujet ? Eh bien, c'est un changement important. Une richesse soudaine peut être difficile à gérer correctement. Ta mère et moi avons pensé qu'en tant que famille, nous devrions discuter de la meilleure façon d'utiliser ces ressources. Pour la famille, a ajouté rapidement ma mère. La famille devrait se soutenir mutuellement. J'ai posé mon verre lentement.
Et comment imaginez-vous exactement que ce soutien familial fonctionnerait? Mon père s'est penché en avant, s'échauffant sur le sujet. Eh bien, il y a plusieurs considérations. Heather et Thomas doivent penser à l'éducation des jumeaux. Les fonds pour l'université doivent être établis tôt pour maximiser la croissance. Heather a hoché la tête avec empressement. Les frais de scolarité des écoles privées sont insensés de nos jours, et nous envisageons de devoir rénover la maison pour accueillir mon bureau à domicile. Et bien sûr, a poursuivi ma mère, ton père et moi pensons à la retraite. Nos économies ne sont pas tout à fait ce que nous espérions, après avoir aidé Heather à traverser Harvard, le mariage, et aidé avec la compte sur leur maison. J'ai écouté en silence alors qu'ils exposaient ce qui équivalait à une liste de souhaits financiers, aide pour l'hypothèque d'Heather, fonds d'éducation pour les jumeaux, rénovation pour leur maison, revenus de retraite supplémentaires pour mes parents. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé ce que je prévoyais de faire avec mon argent, quel rêve je pourrais avoir pour mon propre avenir. Quand ils ont finalement fait une pause, attendant ma réponse, j'ai posé une simple question. Quand était mon dernier anniversaire? La question les a clairement pris au dépourvu. Ma mère a cligné des yeux, confuse. Ton anniversaire? Oui. C'était quand? Que avons-nous fait pour célébrer? Mon père a froncé les sourcils. C'était au printemps, n'est-ce pas? En avril. Le 17 avril, ai-je confirmé. Et qu'avons-nous fait? Un silence inconfortable s'est installé à table. Ma mère a tripoté sa serviette. Eh bien, je suis sûr que nous avons appelé. Vous ne l'avez pas fait, ai-je dit calmement. En fait, vous n'avez pas pensé à mon anniversaire avec ne serait-ce qu'un appel téléphonique depuis 3 ans. La dernière fois que vous vous en êtes souvenu, c'est quand je vous ai appelé ce jour-là pour autre chose et que vous avez réalisé en pleine conversation quel jour c'était. Nous avons été très occupés, Alio, a dit mon père sur la défensive. Avec les jumeaux et... Vous avez été occupé toute ma vie, ai-je interrompu, ma voix toujours mesurée. Trop occupé pour assister correctement à ma remise de diplôme du lycée. Trop occupé pour m'aider avec mes frais de scolarité, bien que vous ayez payé entièrement ceux des heures. Trop occupé pour me rendre visite plus d'une fois à San Francisco, bien que vous soyez allé à New York voir Heather 6 fois au cours des 2 dernières années. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai des textos ici des vacances, des réussites, des moments où j'ai tendu la main pour partager quelque chose d'important. La plupart sont restés sans réponse. Les réponses que j'ai eues étaient, au mieux, expéditives. J'ai posé le téléphone sur la table et je les ai regardés chacun à leur tour. Pendant 32 ans, j'ai été une pensée secondaire dans cette famille. L'enfant en plus, celui dont les accomplissements ne méritaient pas de célébration, dont la douleur ne justifiait pas de réconfort, dont l'existence n'était reconnue que lorsque c'était pratique. Les yeux de ma mère s'étaient remplis de larmes, mais je ne pouvais pas dire si c'était par un remords sincère ou simplement par malaise d'être confronté. Ce n'est pas vrai, Alio. Nous aimons nos 2 enfants de la même manière. Vraiment? Ai-je demandé doucement. Faisons le test. Heather, qu'est-ce que maman et papa t'ont offert pour ton 30e anniversaire? Ma sœur s'est agitée, mal à l'aise. Ils m'ont organisé une fête surprise et m'ont donné le collier de perles de grand-mère. J'ai hoché la tête. Et pour mes 30 ans, j'ai reçu un SMS avec 2 jours de retard. Papa, quel était le sujet de ma thèse au MIT? Le visage de mon père a rougi. Eh bien, c'était quelque chose en informatique, évidemment. Tu ne le sais pas parce que tu n'as jamais demandé. Maman, qui était Alexandra? Ma mère avait l'air perdue. C'était une amie de l'université? C'était la femme avec qui je suis sorti pendant 2 ans. La seule personne à qui j'ai jamais dit que j'aimais. Je l'ai mentionné plusieurs fois lors de nos appels. Je vous ai même envoyé une photo de nous une fois. Le silence qui a suivi était lourd de vérités non dites. Mon père, prévisiblement, est passé à la contre-attaque. C'est ridicule, Alio. Alors, on a manqué quelques anniversaires, oublié le nom d'une petite amie. Ça n'annule pas des années à subvenir à tes besoins, à t'élever. Fournir le strict minimum, ai-je corrigé, m'élever à côté de l'enfant sur lequel vous vouliez vraiment vous concentrer. Je ne dis pas que vous étiez des monstres. Je dis que vous étiez émotionnellement absent de ma vie de manière profondément dommageable. Heather, sentant la conversation s'éloigner des questions financières, a tenté de la rediriger. Écoute, nous avons tous nos problèmes avec papa et maman.
Mais nous sommes une famille, et la famille se soutient mutuellement. En ce moment, Thomas et moi avons vraiment besoin. Non, ai-je dit fermement. Ce qui se passe en ce moment est transparent et, franchement, insultant. Pendant des décennies, j'ai existé à la périphérie de cette famille. J'ai construit ma carrière sans votre intérêt ni votre soutien. J'ai guéri de la douleur d'être l'enfant oublié sans votre conscience ni votre préoccupation. Et maintenant que j'ai de l'argent, maintenant que j'ai quelque chose que vous voulez, soudainement je suis le fils et le frère que vous avez toujours aimé. Ma mère s'est mise à pleurer pour de bon maintenant. Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes après tout ce que nous avons fait? Après tout ce que vous avez fait? Ai-je répété, mon contrôle se brisant enfin alors que des années de blessures refoulées refaisaient surface. Laissez-moi vous dire ce que vous avez fait. Vous m'avez appris que ma valeur en tant que personne était conditionnelle. Vous m'avez montré que mes réussites ne signifiaient rien à moins qu'elles ne servent votre récit. Vous avez démontré que dans votre version de la famille, certains enfants comptent plus que d'autres. Je me suis levé de table. Je ne suis pas venu ici pour une réunion de famille de façade. Je suis venu parce que j'avais besoin que vous entendiez tous cette vérité, enfin. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas votre filet de sécurité financier. Je suis une personne qui méritait d'être aimée et vue pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Le visage de mon père était devenu sombre de colère. Alors c'est ça? Tu viens ici pour nous jeter nos échecs à la figure et refuser d'aider ta famille quand nous en avons besoin. C'est ça que tu es devenu? Je l'ai regardé fixement. Je suis devenu quelqu'un qui comprend ce que signifie une vraie famille. Cela signifie célébrer les joies des autres. Cela signifie être présent de manière constante, pas seulement quand il y a quelque chose à gagner. Cela signifie se souvenir des anniversaires, se soucier des chagrins d'amour et s'intéresser à la vie des autres. J'ai marché jusqu'à la porte, puis je me suis retourné. Si vous voulez savoir qui je suis devenu, je suis quelqu'un qui comprend enfin sa propre valeur. Et ça n'a rien à voir avec une voiture à 98 000 $. Sur ce, je suis sorti, les laissant derrière moi dans un silence stupéfait. En m'éloignant dans la Tesla qui avait précipité cette confrontation attendue depuis longtemps, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un poids qui se levait, une blessure enfin percée après avoir suppuré pendant des décennies. Le trajet jusqu'à mon hôtel fut flou. Mes mains tremblaient sur le volant, l'adrénaline parcourant mon système après la confrontation que j'avais passé la majeure partie de ma vie à éviter. J'avais dit des choses que je retenais depuis des décennies, des vérités qui avaient vécu dans l'ombre de mon esprit, façonnant mes actions sans que j'en sois pleinement conscient. Une fois dans ma chambre d'hôtel, je me suis assis sur le bord du lit, les émotions déferlant sur moi par vagues. Il y avait de la colère, certainement, et une blessure persistante, mais il y avait aussi un sentiment inattendu de légèreté, de libération. J'avais enfin cessé de prétendre que la dynamique avec ma famille était normale ou acceptable. Je l'avais nommée pour ce qu'elle était. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu plusieurs appels manqués et textos de mes parents et des heures. Je n'étais pas prêt à réengager la conversation si tôt. Au lieu de cela, j'ai appelé Jason, mon colocataire d'université, qui était resté un ami proche au fil des ans. « Tu as vraiment dit tout ça ?» a-t-il demandé après que je lui ai raconté la soirée. Mince, Alio, ça faisait longtemps que ça devait sortir. Trop longtemps, peut-être, ai-je admis. Je ne sais pas si je l'ai bien géré. Il n'y a pas de bonne façon de confronter des années de négligence émotionnelle, a dit Jason. L'important, c'est que tu t'es défendu. Comment te sens-tu? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Secoué, triste, mais aussi libre. Comme si je portais ce poids d'essayer de gagner leur approbation, et que je l'avais enfin posé. C'est exactement ce que tu as fait, a affirmé Jason. Et il était temps. Nous avons parlé pendant près d'une heure, son amitié stable me rappelant les liens authentiques que j'avais tissés en dehors de ma famille d'origine. Au moment où nous avons raccroché, ma respiration s'était calmée et je me sentais assez centré pour vérifier les messages de ma famille. Le texto de mon père était, comme on pouvait s'y attendre, défensif, ton éclat de ce soir était injuste et blessant. Nous avons toujours fait de notre mieux en tant que parents. Quand tu te seras calmé et que tu seras prêt à t'excuser, nous pourrons discuter de la manière d'avancer en tant que famille. Aucune reconnaissance de mes sentiments, aucune réflexion sur les schémas que j'avais soulignés, juste l'attente que je finirais par rentrer dans le rang. Le message de ma mère avait un ton légèrement différent. Alio, je suis très bouleversé par ce qui s'est passé ce soir.
Je n'avais aucune idée que tu te sentais si négligé toutes ces années. J'ai besoin de temps pour traiter tout ce que tu as dit. S'il te plaît, appelle quand tu seras prêt à parler. Au moins, il y avait là un soupçon de reconnaissance, bien que je ne sois pas sûr de sa profondeur ni de sa durée. Le texto des heures était le plus surprenant, et ce que tu as dit ce soir sur le fait d'être l'enfant oublié. Je ne l'ai jamais vu comme ça, mais en y repensant, je vois qu'il y a du vrai là-dedans. J'étais tellement prise par l'attention que je recevais que je n'ai jamais remarqué ce que tu ne recevais pas. C'est de ma faute aussi. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Son message a fait couler des larmes inattendues sur mes joues. De toutes les réponses, la sienne contenait la réflexion la plus sincère, la plus grande volonté d'envisager une autre perspective. Ce n'était pas une compréhension complète, mais c'était un début. J'ai mal dormi cette nuit-là. Mes rêves étaient remplis de fragments de souvenirs d'enfance, anniversaires oubliés, chaises vides lors de réussites, le sentiment constant d'être secondaire. Je me suis réveillé tôt et j'ai quitté l'hôtel, changeant mon vol pour retourner à San Francisco ce matin-là plutôt que d'attendre le soir comme prévu initialement. J'avais besoin de retourner à ma vraie vie, au monde que j'avais construit pour moi-même. Au cours des semaines suivantes, j'ai maintenu mes distances, prenant le temps de traiter la confrontation et ses conséquences. J'ai continué mes séances de thérapie avec le docteur Harrison, travaillant sur les émotions complexes que la réunion de famille avait suscitées. Vous avez fait quelque chose de très difficile, m'a-t-elle dit. Vous avez brisé un schéma familial qui a existé toute votre vie. Cela demande un courage énorme. Je ne suis pas sûr que ça ait changé quoi que ce soit, ai-je admis, sauf peut-être à empirer les choses. Le changement ne se produit pas en une seule conversation, m'a-t-elle rappelé. Vous avez planté des graines de conscience. Ce qui en poussera dépend de chaque individu, mais vous avez fait votre part en disant votre vérité. Un mois après la confrontation, mon père a envoyé un bref email, ta mère et moi avons discuté de ta visite. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec la façon dont tu as caractérisé notre parentalité, nous reconnaissons que nous avons pu avoir des approches différentes avec toi et Heather. Si tu souhaites avoir une conversation plus calme à ce sujet, nous y sommes ouverts. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était plus de réflexion que je n'en avais jamais vu de sa part. J'ai répondu que j'appréciais leur volonté de parler et que je les contacterais quand je me sentirais prêt. Ma mère a commencé à envoyer des textos occasionnels, rien de dramatique, juste de petites connexions, une photo de leur jardin, une question sur le temps à San Francisco, la mention d'un article sur l'informatique qui lui avait fait penser à moi. De petits pas, mais constants. Le changement le plus significatif est venu des heures. 2 mois après notre confrontation, elle m'a appelé directement. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit sans préambule. À comment les choses se passaient quand on était jeune, à toute l'attention que je recevais et au peu que tu en avais. J'en ai parlé à Thomas et il m'a aidé à voir à quel point c'était injuste. J'apprécie ça, dis-je, sincèrement touché par sa réflexion. J'ai aussi réalisé autre chose, a-t-elle poursuivi. Quand j'ai appelé après avoir vu ta Tesla, j'ai immédiatement sauté sur la façon dont tu pourrais nous aider financièrement. Je n'ai même pas posé de questions sur ta réussite elle-même, comment tu as bâti une entreprise, à quel point tu as dû travailler dur. C'était moche de ma part, et je suis désolé. Son excuse, donnée librement et sans prétexte, m'a semblé être la première connexion authentique que nous ayons eue depuis des années. Merci de dire ça, ai-je répondu. Ça signifie beaucoup. J'aimerais en savoir plus sur ton entreprise, a-t-elle dit. Sur ta vie à San Francisco. Sur toi, vraiment, si tu es d'accord pour partager. Cet appel a marqué le début d'une nouvelle relation avec ma sœur. Pas parfaite, mais évoluant dans une direction plus équilibrée. Nous avons commencé à avoir des appels vidéo réguliers. Elle m'a présenté correctement à ses jumeaux, et je suis devenu un véritable oncle pour eux plutôt qu'une figure lointaine qu'ils connaissaient à peine. Avec mes parents, les progrès ont été plus lents et moins certains. J'ai établi des limites claires sur ce que je discuterais ou non, en particulier concernant l'argent. J'ai clairement indiqué que notre relation devait être construite sur un intérêt et une connexion sincère, et non sur des attentes financières. 3 mois après la confrontation, j'ai accepté un appel vidéo avec eux deux. C'était parfois gênant et tendu, mais nous avons réussi à avoir une conversation qui n'a pas sombré dans la défensive ou les accusations. Mon père a en fait posé des questions sur mon travail avec une curiosité sincère, et ma mère m'a montré des photos de son jardin sans immédiatement pivoter pour parler des heures. Dans ma propre vie,
j'ai continué à tisser des liens qui me nourrissaient. J'ai approfondi mes amitiés avec des collègues et des voisins. J'ai rejoint un groupe de randonnée où j'ai rencontré des gens qui partageaient mon amour de la nature. J'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un, prudemment, mais avec une plus grande capacité de vulnérabilité qu'auparavant. La fondation que j'avais créée pour soutenir l'éducation technologique des jeunes défavorisés est devenue une priorité. Je faisais régulièrement du bénévolat, encadrant des jeunes qui me rappelaient moi-même à cet âge, brillants, avides, mais manquant de soutien. Les aider à accéder à des opportunités et voir leur confiance grandir est devenu l'une de mes plus grandes joies. Pour mon 33e anniversaire, j'ai reçu une surprise, une carte manuscrite de mes parents arrivée le jour même. À l'intérieur, ma mère avait écrit « Nous essayons de faire mieux, Alio. Joyeux anniversaire à notre fils qui a accompli tant de choses par sa propre détermination et sa brillance. Nous sommes fiers de l'homme que tu es devenu. » Ce n'était pas une guérison complète de décennies de négligence, mais c'était un pas que je pouvais reconnaître sans que cela ne détermine mon bonheur. Ce soir-là, j'ai célébré avec un groupe d'amis proches dans mon restaurant préféré. Jason était venu du Connecticut par surprise. Alors que nous partagions un bon repas et des rires, j'ai regardé autour de la table ces personnes qui avaient choisi d'être dans ma vie, qui me voyaient clairement et me valorisaient pour qui j'étais exactement. C'était, réalisais-je, la leçon la plus importante de mon parcours. La famille n'est pas toujours définie par le sang. Parfois, elle se crée par choix, construite avec des gens qui démontrent par des actions constantes que vous comptez pour eux. J'avais passé des années à chercher la validation de personnes qui ne pouvaient ou ne voulaient pas la fournir, tout en négligeant les liens authentiques que je tissais ailleurs. La vraie guérison n'est pas venue en recevant enfin l'approbation parentale ou en prouvant ma valeur par la réussite financière. Elle est venue en reconnaissant ma propre valeur intrinsèque et en m'entourant de personnes qui la voyaient aussi. Elle est venue en brisant les schémas plutôt qu'en les perpétuant, en fixant des limites qui protégeaient mon bien-être, en accordant le pardon sans exiger la perfection. Le voyage n'était pas terminé. Les relations avec ma famille biologique continueraient d'évoluer, avec des pas en avant et des pas en arrière occasionnels. Mais je n'étais plus défini par leur perception de moi. J'avais bâti une vie riche de sens, de buts et de connexions authentiques. Une vie qui était entièrement la mienne. En repensant à cette confrontation cruciale maintenant, je la vois comme le moment où j'ai finalement abandonné le besoin de validation externe et embrassé ma propre valeur. La Tesla qui a tout déclenché est dans mon garage, juste une voiture au final. Le vrai luxe que j'ai trouvé est la liberté de définir la famille, le succès et le bonheur selon mes propres termes. Avez-vous déjà dû créer votre propre sentiment de famille ou de valeur lorsque les personnes qui auraient dû le fournir ne le pouvaient pas? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les relations les plus importantes sont celles que nous choisissons pour nous-mêmes. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour entendre d'autres parcours de vie authentiques. Merci de votre écoute et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir.